les projecteurs, une série de balados produite par Culture Lanaudière. Nous voici déjà à la 2e saison de Sous les projecteurs, le balado qui célèbre l'excellence artistique de notre communauté en accueillant les lauréats des Grands Prix des Jardins de la Culture. À l'animation cette année, la journaliste lanaudoise Thérèse Parisien. Ensemble, plongeons dans les coulisses de la créativité lanaudoise, explorons les récits captivants derrière chaque œuvre primée et découvrons la diversité et la richesse artistique qui font de notre région un foyer culturel vibrant. Préparez-vous à être inspiré et émerveillé par le talent extraordinaire de nos invités. Bonne écoute! Bonjour Roxane Bouchard. Oui, bonjour Thérèse. Tu vas bien? Oui, toi aussi? Oui, je vais très bien parce que je te rencontre aujourd'hui et c'est un petit bonheur. Je t'ai connue à travers tes livres et t'es auteure, t'es romancière, en fait, t'es professeure au cégep. Tu fais une foule de choses. Tu es bardée de prix. T'as écrit une dizaine, ou plus que ça, de romans, de livres. Et t'es bardée de prix un peu partout, pas juste ici, pas juste au Québec, pas juste au Canada. Et en plus, t'as été reçue au Temple de la Renommée il y a pas si longtemps de Culture Lanaudière. Donc, écoute, je suis impressionnée par ton parcours, mais j'ai surtout été impressionnée par ton écriture. Et je veux t'en parler un peu. Et je veux te demander à quel moment cet appel de l'écriture, à quel moment tu as senti que toi, tu pourrais écrire un livre, un roman? Est-ce que c'est arrivé jeune? Est-ce que ça t'a pris du temps à développer ça? Comment ça s'est présenté? Alors, moi, comment ça s'est passé? En fait, quand j'étais enfant, ma mère était enseignante au primaire. Et c'est elle qui m'a donné la passion de la lecture. Puis, enfant, là, je me souviens, à 4, 5, 6 ans, tu sais, quand les gens ils te demandent, mais qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard dans la vie? Moi, je voulais être professeur de livres. Alors, j'ai toujours voulu être enseignante. Puis, quand je suis arrivée au cégep, j'ai fait mon cégep à Joliette. Mais là, j'ai dit, OK, c'est ici que je veux enseigner la littérature, c'est ici que je veux travailler. Ça fait que moi, j'ai été engagée au cégep de Joliette à 22 ans. J'ai commencé à enseigner à 22 ans parce que c'était ma passion, puis c'est ça que je voulais faire. Puis l'écriture, je pensais jamais être écrivain. Ça faisait pas partie de mes possibilités, ça, être écrivain. Parce que quand j'ai fait l'université, c'était l'Université de Montréal en littérature. Puis l'Université de Montréal en littérature, il y a plus de 30 ans de ça, on enseigne, ce qu'on se faisait enseigner, c'était la grande littérature française et il y avait bien sûr un ou deux cours de cette sous-littérature coloniale qui était la littérature québécoise. Alors moi, aller écrire une sous-littérature, ça m'intéressait pas. Jusqu'à ce que, quelques années plus tard, en enseignant, j'enseigne avec Louis Cornelier, qui écrit au devoir. Oui. Et Louis, à un moment donné, il m'a dit, mais t'es donc bien colonisé. Il allait à l'école, bien sûr, de pensée de Pierre Falardeau. Puis là, il m'a réappris, en fait, à aimer notre littérature québécoise. Et il y a un été, je me souviens, j'étais à Saint-Gabriel-de-Brandon, j'apprenais à faire de la planche à voile. Puis entre deux puffs de vent, comme t'as rien à faire, je me suis dit, je vais relire mes classiques québécois que je connais mal. Et c'est là que je suis tombée amoureuse de la littérature québécoise, là, mettons, entre autres, là, je me souviens que j'avais lu les Ploufs, j'avais lu Gabriel Leroy, j'avais lu Louis Hamelin. Puis en lisant Louis Hamelin, je me suis dit, quelle littérature extraordinaire qui est capable de mettre à la fois une langue qui est très française et très québécoise en scène. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu envie d'écrire. Mais avant ça, moi, je faisais de la correspondance depuis l'âge de 12 ans. Ce qui fait que puis j'avais pas vraiment eu de cours de création littéraire, sauf mes cours quand j'étais dans mon cursus d'étudiante collégiale, mais pas à l'université, nulle part ailleurs. Ce qui fait que pour moi, finalement, ça a été la correspondance qui a été mon école d'apprentissage. Et c'est d'ailleurs un de mes correspondants qui m'a dit, tu devrais t'essayer d'écrire un roman. Puis c'est en relevant ce défi-là que j'ai écrit mon premier livre. Mais je l'ai écrit, j'avais, je pense, 25 ans. Quand même. T'en as écrit plusieurs après, évidemment. Ça en est suivi plusieurs. Pas toujours dans le même genre. Non, t'as touché au polar, t'as touché à la fiction avec Morales, ton inspecteur. T'as touché à plein d'autres choses, évidemment. T'as touché à l'humour. T'écris, t'as quelque chose
Ton écriture humoristique est extrêmement puissante, je trouve. Mais bon, alors... Ça, l'écriture humoristique, là, OK, je fais une confidence, là, c'est que quand on me donne un sujet à faire et que je sais pas quoi faire avec, je m'en vais dans l'humour. Je pense que c'est comme ça partout dans ma vie. Si tu me donnes une recette à faire, c'est sûr que ça va revoler. Puis je me souviens que, à un moment donné, Stéphane Dompierre m'avait interpellée pour faire partie d'un collectif. On est 16 auteurs à faire partie d'un collectif de nouvelles érotiques qui s'intitule « Nu ». Puis là, il me dit, tu veux-tu faire partie de ça? Puis là, j'ai fait, non, je suis pas capable de faire ça, une nouvelle érotique. Puis je m'en suis sortie en faisant une nouvelle qui est humoristique complètement. Fait que je trouve que c'est un bel échappatoire, l'humour. Alors, tu t'échappes dans l'humour souvent. Oui. C'est intéressant. On va garder ça. On va prendre ça en note. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est, t'as dans ton écriture une rigueur dans le récit. Et je trouve que, parce que quand on te lit, on peut essayer de trouver des erreurs de parcours ou d'enquête, mais tu es très rigoureuse. Est-ce que c'était ça au départ ou si c'est devenu... Est-ce que c'est quelque chose de difficile, ça? Est-ce que cette rigueur-là te vient naturellement parce que, bon... Mais moi, pour moi, là, la structure, c'est ce qui fait le récit. Ce qui m'achale beaucoup là, quand je lis, c'est un auteur qui commence avec une super structure, une super ligne narrative. Et là, tout à coup, au fil du récit, ça s'étiole, et la fin tombe. Mais c'est ça. Puis à la fin, là, il nous boucle ça, flingue en 3 pages. Puis là, tu fais, oui, mais là, tel autre personnage, qu'est-ce qui devient avec ce personnage-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, spontanément, nous, on cherche du sens. Même dans les films, quand on va au cinéma, puis on sort du cinéma, puis on fait « Mais qu'est-ce qui s'est passé à tel moment? Te souviens-tu de ça? Pourquoi? » Et ça m'agace beaucoup. Fait que moi, je fais des plans. Peut-être que c'est une déformation professionnelle de prof, mais je fais énormément de plans, puis j'essaie que chacun des personnages ait sa courbe dramatique, qu'il soit complété à la fin, que l'enquête soit complétée et que chacun des personnages soit fermé. Fait que c'est peut-être pour ça. Là, moi, je trouve que c'est très mathématique, c'est écrire. Tu sais, tu as un personnage plus un autre personnage, mais tu as 2 personnages à suivre. Et donc, pour moi, c'est vraiment c'est ça, c'est un peu comme scientifique. Mais on le sent pas, nous, parce que le plaisir, nous... Quand on te lit, c'est de voir... On ne sent pas ça du tout. Si tu finissais mon roman en disant quelle formule mathématique incroyable, là, j'aurais comme l'impression d'être passé à côté. Mais on a l'impression d'être passé à côté de rien, justement. Les boucles sont bouclées et tout et tout. Est-ce que, à quel moment... Parce qu'à un moment donné, quand on écrit, et tu as des personnages, beaucoup de personnages et tout ça, à quel moment on se dit que, bon, les cheveux de celui-là, faut que j'achève sur les cheveux, faut que j'achève sur sa relation avec Marie, faut que j'achève... À quel moment, à un moment donné, tu sens que tes personnages sont terminés? Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas toujours... Parce que il y a des gens qui essaient d'écrire. Moi, j'ai déjà essayé d'écrire, ça ne sortira jamais parce que c'est jamais fini. C'est impossible. Mais c'est au départ, c'est avant même de... Moi, je reconstruis les personnages, les réfléchis. Puis d'ailleurs, c'est un peu déchirant parce que tantôt, là, tu parlais, Thérèse, de la série Morales. Dans Nous étions de Celle de la mer, il y a un personnage qui s'appelle Cyril Bernard. Oui. C'est un personnage, lui, je lui ai fait une quête. J'ai fait une quête, il va mourir du cancer, le Cyril. Il va encore à la pêche, non plus parce que c'est payant, mais parce qu'il aime le lever de soleil en mer. Il aime Marie Garand, même s'il ne pourra jamais l'épouser. Et donc, il a une quête, ce personnage-là, d'aimer Marie Garand, d'aimer le lever de soleil jusqu'à sa mort. Et là, j'essaie d'approfondir ce personnage-là, donc dans son physique, qui n'est pas très charmant et séduisant, dans ses habitudes. Il fume des pétards en regardant la vague sur la mer. J'essaie d'approfondir ce personnage-là avant même de commencer à l'écrire. Et donc, je sais où il part, je sais où il va finir. Et bien honnêtement, tous ces personnages-là qui sont les plus approfondis, quand ils meurent, par exemple, quand Cyril meurt, ça m'arrache quand même quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui viennent me dire, « Ah, bon sang, j'ai pleuré quand Cyril est mort. » Imagine-toi, moi, le travail que j'ai mis dans Cyril. Puis là, je dois le faire mourir éventuellement. Puis je trouve ça terrible. Il y a des personnages, je sais, qui seront là qu'un seul livre. Et dans Nous étions Celle de la mer, tout le monde me dit, « Catherine, est-ce qu'elle va revenir? Elle part en voilier. Est-ce qu'elle va revenir dans un autre roman? » Mais j'ai plus rien à dire sur Catherine. J'ai d'autres affaires à dire sur Morales, mais sur Catherine, pourquoi je la ramènerais pour faire plaisir? Ben écoute, je vais y penser, là. Mais... C'est ça. Mais il y a un moment où on sent qu'il y a un personnage qui a une profondeur, on aurait des choses encore à dire dessus, puis d'autres,
Ben, la soirée peut être finie, ouais. Qu'on laisse partir en voyage. Oui. Je sais que tu as parlé tantôt d'auteurs québécois et je t'ai entendu raconter quelque chose récemment à propos d'un auteur québécois évidemment prolifique qui est Michel Tremblay. Et la première fois que tu as rencontré Michel Tremblay, J'ai fait une folle de moi. Ben, en fait, tu l'as comme ghosté. On dit ça, permettez-moi l'expression anglaise, mais non, il est arrivé quoi exactement? Ben c'est ça, j'étais étudiante à l'Université de Montréal et j'apprenais la grande littérature et j'avais lu 2-3 Michel Tremblay, puis je me disais, ça se passe tout le temps sur le plateau, avec des gens pauvres. Puis lui, c'est un grand auteur, puis peut-être que j'avais aussi envie de me faire remarquer, je ne sais pas. Toujours est-il que je vais au Salon du Livre de Montréal. C'est la première fois que je me rends au Salon du Livre et là, je vois cet homme-là tout seul et je m'en vais le voir, puis je lui dis un truc un peu moche, de genre, quand est-ce que vous allez mettre vos romans ailleurs, là, puis faire autre chose? Là, sortir du plateau. Sortir du plateau, sortir de vos souvenirs d'enfance, sortir de... Et il m'a fait juste un petit signe de la main, genre, passe ton chemin. Puis après ça, je me suis sentie idiote d'avoir dit ça. Puis je me suis dit que si j'essayais de me faire remarquer d'un grand auteur, c'était vraiment pas la bonne façon. Et après ça, mais pendant des années, j'ai continué à le lire et à l'enseigner. Et entre autres, j'ai enseigné souvent au cégep, les belles-sœurs, avec... Puis, tu sais, des fois, on dit, OK, ce prof-là, ça fait 12 ans qu'il enseigne le même livre parce qu'il n'en lit pas d'autres. C'est pas parce que j'en lisais pas d'autres, c'est parce qu'à chaque fois, je redécouvre les belles-sœurs. Puis je me disais, ces femmes-là qui se jalousent les unes les autres, c'est moi aussi qui jalouse mes amis, qui jalouse les autres auteurs. Ces femmes-là qui rêvent d'avoir le B12 au bingo, c'est moi aussi qui rêve de vendre beaucoup de livres ou de gagner au 6,49. Ces femmes-là qui regardent les autres, qui envient d'autres conditions sociales, mais c'est peut-être aussi moi. Ces femmes-là qui rient des gens, qui parlent avec le bec en trou de cul de poule, bien, c'est peut-être moi aussi. Puis ça a pris des années, puis à un moment donné, je me suis aperçue que tout ce que je créais d'univers très intime, je parlais de personnages, que comment je développais mes personnages, c'était à partir de ma propre histoire et à partir de ma propre intimité. Puis il y a quelques années, j'ai retrouvé Michel Tremblay sur Facebook. Puis j'ai envoyé un petit mot d'excuse sur Messenger. Puis il m'a dit, ben voyons donc. Et... après ça, il est allé lire mes livres. Il s'est mis à les conseiller comme lecture au Salon du Livre. J'étais comme gênée. Puis là, via les réseaux sociaux, régulièrement, on s'écrit des petits mots. Puis là, l'année passée, il est à Key West. Il passe son hiver à Key West. Puis il fait des aquarelles. Puis il met des photos sur les réseaux sociaux. Puis à un moment donné, en dessous d'une des photos, j'ai écrit « Coudon, est-ce que t'es vent ou t'es juste agace? » Puis là, il m'a dit « Je suis juste agace, mais celle-là est pour toi. » Puis il m'a écrit en dessous « Pour Roxane. » Puis il me l'a envoyé. Oh. Quel homme extraordinaire, quel grand auteur gentil, délicat. C'est vraiment... Il me touche énormément, Michel, je vais l'avouer. Ah, c'est une belle histoire quand même. C'est une grande rencontre pour moi. Une grande rencontre qui s'est bien terminée aussi, qui n'est pas terminée parce qu'il est encore là, qui se continue, parce que je suis certaine que vous parlez. Roxane, quand on interroge des auteurs, on pose souvent les mêmes questions par rapport à leurs livres, par rapport à ce qu'ils ont écrit, leurs personnages et tout et tout. Moi, j'aimerais ça te poser la question, y a-t-il une question qu'on t'a jamais posée et à laquelle tu aurais donc aimé ça répondre? Mais... Quand je vais donner des conférences, là, soit dans des cégeps ou dans des bibliothèques, il y a souvent un tableau, puis là, je mets toutes les questions qu'on pourrait me poser. C'est quoi ton salaire? Combien de livres tu vends? Je mets tout, puis là, je leur dis, avez-vous des questions? Et là, les gens pigent au hasard là-dedans. Et il y a une question que je mets régulièrement au tableau et que personne ne me pose jamais, c'est « As-tu les cheveux frisés naturels? » La réponse est oui. Voilà, c'est réglé. Voilà. Mais tout le monde fait ça, tout le monde se met à rire quand j'écris ça, puis personne ne me pose la question. Voilà, c'est fait. Alors là, maintenant, on le sait. Écoute, il y a dans l'écriture, quand tu t'assois puis que tu décides d'écrire un livre, là, oui. Parce que là, moi, j'attends des livres. Là, je te jure, j'attends de nouveaux livres. J'imagine que tu es en réflexion, que tu es en écriture. Dans quel état tu te mets pour écrire? Ah bon sang. Mon amoureux Pierre-Luc Landreville dirait ici, elle est bien fatigante parce qu'il faut faire silence. Mais souvent, je mets des écouteurs et je mets de la musique. Et souvent, ça va être la même trame musicale tout le long de l'écriture d'un même roman. Puis après ça, je change de trame musicale. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si elle était brûlée, cette trame musicale-là, après. Mais tant que je suis en train d'écrire, c'est toujours la même rythme. Wow.
C'est un peu particulier. En ce moment, je suis en train de travailler sur une pièce de théâtre qui est tirée de 5 balles dans la tête d'un livre sur des récits militaires que j'ai fait il y a quelques années. Et la pièce va prendre l'affiche au Théâtre de la Licorne tout le mois de mars 2024. Et après ça, devrait partir en tournée parce qu'on l'a présenté devant des diffuseurs qui étaient intéressés. Sinon, je travaille sur le prochain Morales. Je travaille sur... il y a Sauvimage qui a acheté les droits des Morales pour les porter à l'écran. Donc, je travaille sur l'écriture d'une télésérie, mais ça peut prendre plusieurs années à développer. J'en parle pas trop parce que les gens me demandent « Puis ta télésérie? » Mais là, ça fait 3 mois qu'elle a été achetée. J'ai pas eu le temps d'écrire des scénarios. Ouais, ça peut être long, mais... Oui, c'est ça. Ça peut prendre quelques années, mais on continue quand même, on y travaille. Puis il faut dire on dirait que des fois, quand je publie pas ici au Québec, on dirait que je fais rien. Sauf que l'année dernière, j'ai lancé 4 livres en Europe, un en France, un en Angleterre, un en Allemagne, un en Italie. Là, au printemps, il y en a un qui sort en Espagne, puis après ça, il va en avoir un en langue arabe en Égypte. Donc, c'est la série des Morales. Et chacun de ces livres-là demande, bien sûr, que je travaille avec la maison d'édition étrangère, avec le traducteur, parce que l'air de rien, traduire, OK, je vais sacrer, donc je le dis, mais traduire, par exemple, le patois de Vital Saint-Cyboire de Calice en italien, ça demande quand même une petite réflexion entre moi et le traducteur. Et je suis allée plusieurs fois en Angleterre, en Islande, en France. Là, je m'en vais en Espagne au printemps. Ce qui fait que même si je lance pas ici, c'est pas parce que je fais rien. Oui, c'est ça. Parce qu'on est là qu'on demande. On lisez, exige. Oui, mais vous lisez plus vite que j'écris. Ralentissez. Ça, c'est C'est un bon conseil. Roxane Bouchard, merci beaucoup d'avoir été là. J'aurais poursuivi ça pendant 3 heures. Tu es extrêmement intéressante quand tu racontes. Tu es extrêmement fascinante quand tu écris. Alors, on se croise les doigts pour que tu aies de plus en plus de succès et que ça se termine jamais. Merci infiniment, Thérèse. Merci.